C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au 19h45. Voici les titres. Instituées par le pape Jean-Paul II en 1986, les Journées mondiales de la jeunesse sont organisées chaque année par l'Église catholique. Elles rassemblent des jeunes du monde entier. Qu'est-ce donc que les Journées mondiales de la jeunesse? La réponse dans ce journal. Et on célèbre aussi ce 26 juillet la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Une journée qui vise à sensibiliser sur l'importance des mangroves en tant qu'écosystème unique, spécial et vulnérable. Et enfin, travailler en environnement froid peut être dangereux pour la santé, voire même mortel dans certaines circonstances. Passage du chaud au froid, quelles conséquences sur la santé? On en parle. Depuis 1984, l'Église catholique organise les Journées mondiales de la jeunesse. C'est une initiative du pape Jean-Paul II qui a lieu tous les 2 ou 3 ans à travers un grand rassemblement international. Elles sont une fête de la foi à l'occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se rencontrent pour prier, se former et témoigner de leur foi. Suivons cet élément pour plus de précision. Rendez-vous rituel de l'Église catholique, les Journées mondiales de la jeunesse sont un grand rassemblement religieux de jeunes chrétiens qui s'unissent pour une semaine d'événements culturels et spirituels. Le but derrière cet événement est de permettre à chaque jeune d'aller à la rencontre d'autres jeunes du monde entier et de promouvoir le dialogue de l'Église. La jeunesse était un âge de fluctuation, un âge de vigueur, un âge aussi de toutes les expériences, de toutes les illusions. Alors, le pape a voulu canaliser ce moment-là avec les jeunes pour leur demander d'orienter leur vigueur, leur force, leur enthousiasme au service de l'Église. Et surtout, l'objectif du pape, c'est que l'évangélisation des jeunes se fasse par les jeunes. Ces journées sont donc un creuset d'émulation et de célébration de la foi, à l'occasion desquelles des jeunes de tous horizons et de tous pays se rencontrent et font l'expérience du partage de leur foi. Le pape, en invitant les jeunes à se déplacer pour aller à la rencontre d'autres jeunes, d'autres cultures, invite ces jeunes-là à partager leur foi, leur enthousiasme, leur vivre ensemble, leur culture, leurs convictions religieuses. Donc c'est la jeunesse qui va à la rencontre de la jeunesse pour partager le trésor commun qu'est le Christ Jésus vivant. Célébrer le dimanche des rameaux chaque année dans chaque pays, les Journées mondiales de la jeunesse rythment la vie pastorale et prennent tous les 2 ou 3 ans une dimension internationale. Lorsqu'on parle de la Journée mondiale de la jeunesse, ça se fait d'abord en église de chaque pays, de chaque diocèse, mais tous les 2 ans, le pape convoque la jeunesse universelle à la rencontre d'un pays où tous les jeunes du monde entier se ruent vers ce pays-là, découvrent sa culture, participent à son hospitalité et échangent. Et tout cela, c'est le lieu de rencontre et de partage. Initialement prévues pour août 2022 à Lisbonne au Portugal, les Journées mondiales de la jeunesse ont été reportées par le pape François en août 2023 en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus et de ses conséquences sur le déplacement et le rassemblement des jeunes. Eh bien, ce 26 juillet, c'est également la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. À l'occasion, l'accent est mis sur l'importance des mangroves en tant qu'écosystème unique, spécial et vulnérable. Une façon donc de promouvoir des solutions pour leur gestion durable, leur conservation et leur utilisation. Amandine Anyambosu nous donne plus de détails. La mangrove est un écosystème typique des littoraux tropicaux. Elle est riche en biodiversité et assure la sécurité alimentaire de nombreuses communes côtières. C'est d'abord un écosystème fragile, mais très spécifique pour la conservation de la biodiversité. Lorsqu'on parle d'écosystème, on parle de l'ensemble de tout. Il y a la végétation de mangrove, il y a l'eau, il y a les poissons, il y a les huîtres, il y a d'autres choses que nous ne voyons pas. Les oiseaux qui viennent de l'extérieur viennent prendre
leur refuge dans les mangroves. Et c'est un atout touristique pour chaque pays qui en dispose. Les mangroves arrêtent l'érosion, les grands vents. Ça sert de filtre pour beaucoup de gaz. Lorsque vous êtes confronté aux aspects, aux problèmes de changement climatique, mais si vous avez la chance d'avoir des écosystèmes de mangroves, vous avez une solution terrible parce que ça consomme les gaz nocifs à l'environnement. C'est beaucoup de choses que font les mangroves dans les pays qui en disposent. Mais aujourd'hui, les mangroves sont menacées du fait de l'activité humaine. Et au Bénin, le constat est alarmant. On constate que tout se dégrade. Vous savez que le Bénin est un pays où les femmes s'adonnent à des activités de production de sel. Elles n'ont pas d'autres ressources d'énergie pour aller fabriquer leur sel. Elles se servent toujours du fagot de mangrove qu'elles trouvent dans leur milieu. Et pour ça, les mangroves sont saccagées, détruites partout. Leur état est misérable. Il n'y a pas une loi spécifique pour les protéger. Pour restaurer l'écosystème des mangroves, les spécialistes proposent l'Avicennia germinans, une espèce particulière de mangrove. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangrove. Et c'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Les écosystèmes de mangrove constituent un bien commun et mondial et dont nous devons vraiment nous en occuper pour leur protection et la gestion durable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Sauver l'écosystème des mangroves, c'est sauver la biodiversité au regard des nombreux services qu'il rend à la planète et aux hommes. Et comme vous le savez, sans aucun doute, les Béninois innovent. Depuis quelques mois déjà, on retrouve sur le marché une gamme de thé fabriqués au Bénin. Les acteurs disent qu'il s'agit des infusions. Et justement, Linda Amoussou fait partie de ceux-là qui en fabriquent. Elle évoque ici, au micro de Stanislas Lincmont, l'accueil que les consommateurs ont réservé à ce produit local. Suivons plutôt. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé après le repas par exemple. On a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateurs. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi ? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients.
Et en milieu professionnel, de nombreuses situations d'exposition au froid naturel et ou artificiel sont rencontrées par les salariés et peuvent engendrer des risques plus ou moins graves pour leur santé. Et même si à ce jour, aucun seuil de température réglementaire n'est fixé pour définir ce risque, les conséquences ne sont pas négligeables. Evra Anani et Louis Koudogbo nous éclairent sur le sujet. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Et c'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.